vestiaire chevaleresque. Donc le vestiaire chevaleresque, il est inspiré des fresques de Aoste, qui sont datées en fait de vraiment tout début des années 1500, peut-être 1490, 1505, 1510, ça dépend des auteurs. Et en fait, c'est un endroit où on va voir véritablement en fait toutes sortes d'armes qui appartiennent principalement à la panoplie de l'infanterie. On va commencer par la protection classique de l'infanterie, c'est-à-dire le jac. Le jac, en fait, c'est une succession de couches de toile cousues ensemble qui vont former une protection qui est relativement correcte en réalité, puisque on est, alors sur un jac français, on est entre 25 et 30 toiles, plus un cuir de cerf. Un jac bourguignon, on est moins, on est entre 10 et 15 toiles, ça dépend des ordonnances. Sachant qu'en fait, il pouvait parfois être renforcé par une fine côte de maille placée entre l'avant-dernière et la dernière couche de tissu, ou parfois en fait de petites plaquettes de cornes, ou éventuellement en fait dans certains cas, notamment en fait les jacques français, une couche de cuir. Un cuir de cerf est recommandé. Donc évidemment le jac est une armure en tant que telle, elle est loin d'être parfaite. Il faut savoir qu'à bout portant une flèche va traverser un jac et l'homme qui sera à l'intérieur va mourir. Une lance de cavalerie en pleine charge va traverser le jac, en fait l'homme va mourir. En revanche, ça n'est pas parce qu'elle n'est pas parfaite que ça ne va pas sauver la vie de l'infanterie qui le porte, immense majorité du temps, c'est-à-dire sur des flèches tirées à longue distance, des coups pas particulièrement bien visés ou pas particulièrement puissants, des coups d'arme à une main, des choses de ce genre-là, le jac va faire son travail. Donc évidemment, une fois de temps en temps, en fait, il ratera, il ne protégera pas suffisamment, l'homme va mourir, mais c'est pour toutes les fois où le reste du temps, il va bien marcher. Donc le chevalier va porter quelque chose de plus léger, un doublet à armer, donc ou parfois appelé doublet armant ou point à armer, qui va être porté sous l'armure. Évidemment, en fait, sous l'armure, on a moins besoin de rembourrage, donc on va porter quelque chose de beaucoup plus léger. Et donc, par conséquent, eh bien, évidemment, ça va être un vêtement qui est beaucoup moins lourd, beaucoup moins dense. Alors, on a toutes sortes d'autres pièces. On a des pièces en fait qui sont typiques plutôt du armoire chevaleresque, comme les jambes d'armure que vous voyez là. Mais on a également des pièces en fait qui sont plus typiques de l'infanterie. Notamment ce que vous voyez là, en fait, qu'on appelle une boque, une bossette. Donc c'est un petit bouclier qui peut être utilisé à la fois comme protection, plutôt non pas en blocage, mais plutôt en déviation, et qui peut être utilisé également de façon offensive, puisqu'on peut s'en servir littéralement comme un point américain, et on peut surtout s'en servir avec un couple, généralement avec un fauchon ou une épée, pour protéger donc sa main quand on attaque, et surtout masquer en fait les différents accès les différentes attaques que vous allez porter, puisque quand vous êtes là, en fait, l'adversaire ne voit pas mon arme. Donc il ne sait pas en fait si je vais attaquer de ce côté-là, si à l'inverse en fait je vais attaquer ici ou de l'autre côté. Donc évidemment c'est une arme en tant que telle, c'est un moyen de défense en tant que tel. Ça sous-entend un bon entraînement et on a énormément de manuels de combat. Ça commence dès le 833 qui du coup nous présente toute une escrime avec ce type de protection. Alors juste là vous avez un casque en fait dit à raie de soleil. On en trouve dans certains contes princiers. Donc c'est un chapelle de fer à raie de soleil. C'est un casque qui a l'avantage de garder le visage très découvert. Donc c'est pratique quand vous voulez justement avoir une excellente visibilité. C'est pratique pour de la cavalerie légère, c'est pratique surtout pour de l'infanterie. Notamment en fait quand vous faites des kilomètres et des kilomètres à pied, vous avez envie de bien voir, bien respirer. Donc évidemment l'infanterie peut être équipée donc, de toutes sortes d'armes d'assaut, vous en voyez deux exemples ici. Mais elle peut être également équipée d'une nouveauté, donc là vous avez une coulevrine à main. Littéralement, donc c'est les premières armes à feu portatives. Alors il faut savoir que ce n'est pas très fiable, puisqu'à la seconde bataille de Saint-Alban, sur les 300 coulevriniers bourguignons prêtés à l'armée anglaise, il y en a 25 qui se sont pété leur arme à la figure quand même. Donc ça n'est pas super fiable, mais si vous tombez sur une armure en fer, donc notamment les armures de l'infanterie, ou certaines armures faites par certains centres de production qui n'ont pas la qualité des centres italiens ou des centres de Augsbourg, eh bien ça va réussir à passer. Donc c'est une arme efficace et c'est surtout une arme où il n'y a pas besoin d'entraînement. Contrairement à l'arc où il faut 15 ans pour entraîner un bon archer. Développer sa musculature. Un archer est très cher à former. Si vous arrêtez de le nourrir suffisamment, l'archer perd ses muscles et il devient inopérant. C'est pour ça qu'on a calculé que le régime alimentaire d'un archer, c'était entre 4300 et 4500 calories. Donc c'est l'équivalent d'un régime alimentaire de sportif de haut niveau, avec un énorme apport en protéines. Et c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas que ses muscles fondent. A l'inverse, vous avez un homme d'armes qui a une coulevrine à main, ou tout simplement une arbalète. Il ne faut pas 15 ans pour le former, il faut 15 minutes. C'est pas tout à fait en fait le même investissement sur le long terme, on va dire. Donc voilà.
On a, et bien évidemment, qui accompagne en fait la coulevrine, vous allez avoir de la poudre. Là, vous avez pour l'arbalète, vous allez avoir toute une série de différents traits. Et bien entendu, il en va de même pour l'arc, puisque vous avez pour un arc en fait toutes sortes de différents projectiles. Donc bien entendu, vous avez certaines flèches qui sont spécialisées vraiment pour pénétrer la maille. La maille, vous avez vu, c'est cet ensemble de petits anneaux métalliques. Et donc, on va avoir des flèches qui sont très fines, qui sont vraiment comme des aiguilles, et qui vont avoir pour but en fait d'arriver à passer les anneaux. Donc, une flèche qui est normale, un bodkin court, ne va pas réussir en fait, c'est les tests dont on parlait tout à l'heure, les tests menés par Mike Rhodes et Tobias Gabwell, ça va simplement ouvrir l'anneau de maille, mais ça ne traversera pas le hoqueton, ça va briser la côte en dessous. C'est l'équivalent d'un Colt 45 à bout portant d'ingénierie par balle. En revanche, ce genre de pointe extrêmement effilée va réussir à ouvrir les anneaux et, comme elle est très effilée, en fait, à faire une blessure plus sérieuse. L'ennui, c'est qu'elle n'est pas polyvalente, si vous voulez. Si vous tapez n'importe quoi, comme de la plate, par exemple, n'importe quoi, une plaque en fer ou une plaque en fait en métal, elle va littéralement s'écraser. Donc, c'est une flèche vraiment spécialisée pour de la maille. De la même façon, la flèche en fait qui a des grandes ailes sur le côté, des grandes barbures très aiguisées, est une flèche qui est spécialisée anti-infanterie ou anti-chevaux non protégés. Elle est utile également en fait dès que vous voulez découper des choses comme des voiles par exemple. Pourquoi? Parce qu'elle a des bords tranchants. L'infanterie est généralement peu ou mal armurée. Ça marche très bien sur du jack puisque c'est une protection textile. Vous allez trancher en fait le textile. La flèche en fait qui a des bords très rapprochés mais qui est quand même avec ses aspérités sur le côté s'appelle un type 16. C'est une flèche qui apparaît assez tardivement à toute fin du Moyen-Âge. C'est la flèche qui est considérée comme une flèche d'assaut anti-armure. Est-ce qu'elle peut traverser une armure? Les tests ont montré que non. En revanche, en fait, c'est l'une des rares qui est faite, non pas en fer, mais en acier trempé en général. C'est demandé explicitement, et c'est les études de la Tour de Londres, notamment, de la Royal Armoury, qui ont montré que c'est ce type de projectile qui va être généralement conçu en acier trempé et qui va assaillir les armures. Donc le principe, c'est qu'elle se tord moins que les autres et elle va faire de meilleurs impacts. Donc sur une armure en acier trempé, évidemment, ça ne passera pas, mais vous allez bousculer en fait le gars qui va se prendre la flèche. Donc c'est tout ce qu'on lui demande. En revanche, comme elle a des bords tranchants, elle est polyvalente. Vous pouvez tirer sur l'infanterie aussi. L'infanterie en gambison ou en hoqueton ou en jack, eh bien ça va, vous allez réussir à ouvrir de la même façon. Si vous avez de la cavalerie non protégée, vous allez faire de grosses blessures vulnérantes. Bien entendu, vous avez deux flèches qui sont bizarres. Alors la première que vous voyez là, tout en torsade, je pense qu'en fait, il y en a une partie d'entre vous qui a deviné, c'est pour mettre quelque chose dedans. Est-ce que quelqu'un a une idée? Messieurs, gentes dames, les enfants, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur? Un linge enflammé. Oui, exactement. C'est une flèche incendiaire, donc c'est tout simple. Le but, vous pouvez mettre le feu à un vaisseau ennemi, donc à un navire ennemi. Vous pouvez mettre le feu également à une machine de siège, c'est assez délicat. Vous pouvez mettre le feu à des ours, par exemple, c'est complexe. Il y a une autre flèche qui sert en combat naval, c'est celle qui est à l'arrière. On l'a souvent présentée comme une flèche qui sert à trancher les cordes. Mis à part si vous appelez Robin des Bois, non, ça ne sert pas à trancher les cordes, celle qui a un croissant. C'est quasiment impossible avec une flèche qui en plus généralement tourne, d'arriver à trancher une corde proprement, c'est extrêmement difficile. En revanche, elle est là pour déchirer les voiles des bateaux. Ça marche très bien, c'est très efficace. Juste en dessous, vous allez avoir toutes sortes en fait, de petits objets qui correspondent au pactage normal d'un archer en campagne. Vous allez avoir un couteau, vous allez avoir un pic à viande, vous allez avoir une écuelle. Pourquoi? Parce que l'archer en fait, doit subvenir à ses propres besoins. Vous avez un rosaire, parce que l'archer est bien évidemment religieux. Vous avez un minimum de nécessaire de toilette. On se lave énormément, il ne faut pas l'oublier, à la fin du XVe siècle. Un simple manœuvre va avoir en général accès aux étuves 1 à 2 fois par semaine. On parle d'un manœuvre. Donc les étuves coûtent fort peu cher et sont tout à fait abordables pour la plus grande partie de la population. On va avoir de quoi faire du feu avec son briquet et son silex. On va avoir de quoi jouer puisque, ma foi, les jeux d'argent sont l'une des principales occupations des soldats en garnison. Et puis on va avoir quelques symboles de pèlerinage parce que non seulement notre homme est religieux, mais en plus il est superstitieux. Il ne faut pas oublier, quand on risque sa vie chaque jour, on a une tendance naturelle à la superstition. Voilà, donc j'espère en fait que cette petite présentation de la pièce vous aura plu. Et puis on va continuer sur la pièce suivante.